Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons nous intéresser à cet ouvrage, le Monster Manual Expanded tome 1, je précise qu'il est en 2 tomes, qui est paru chez DM's Guild. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, déjà moi c'est la première fois que je commande sur DM's Guild du print on demand via drive-thru. Je dois dire que le bouquin est costaud, il est arrivé en bon état, la couverture rigide. Bon, le dessin est un peu, je le trouve un peu sombre, mais bon, c'est peut-être moi, hein, mais voilà, je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire avec une couverture de Monster Manual. Là, voilà, la tronche, on imite un peu, hein, bien sûr, tout ce qui est D&D, le petit logo DM's Guild. Bon, on est quelque chose d'en convenu. Les pages sont épaisses, peut-être un peu trop, je dois dire. Et à l'intérieur, par contre, là, vous ne serez pas déçus. Alors, le format, me semble un peu plus carré que les autres ouvrages, que les ouvrages officiels. À l'intérieur, vous voyez, en termes d'illustration, là, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est ce que j'attends dans un monster, c'est-à-dire une créature, une illustration. Hein. Alors après, le principe, alors je ne sais pas si c'est antérieur ou postérieur aux collections sorties chez Nordgame Revenge of the Hordes, à laquelle je pense, parce qu'il y a des concepts qui font énormément penser. À mon avis, c'est postérieur, mais bon, il faudrait le vérifier, parce que je crois que le supplément de Nordgame était sorti assez rapidement après les premiers ouvrages de la 5e édition. Alors, on va prendre un exemple pour que vous compreniez. Hein, on va par exemple s'intéresser aux orques. Alors, il faut que j'aille le trouver. Voilà, on a pu en être trop loin. Si je prends l'exemple des orques, voici comment ça se présente. Alors, ça démarre comme ça. J'ai toujours du mal à... Voilà. Ça démarre comme ceci, et puis vous allez avoir donc un peu de contexte, même si c'est assez succinct sur les orques. Somme toute, je pense qu'on connaît tous un petit peu ce qui va concerner le concept pour ces créatures. Ce qui est intéressant, c'est la déclinaison qui va permettre au maître de jeu de faire toute une société. Hein, parce que le problème quand même qu'on a avec le seul Monster Manual, même si on rajoute le Volos Guide, c'est quand même qu'on est sur quelque chose où les orques, ils sont un peu tous identiques, une fois que vous avez fait varier l'arme, etc. Alors c'est pas gênant en termes de mécanique de jeu, et on peut certes toujours faire quelque chose avec pour animer des combats, en faire des adversaires. Par contre, en termes de vraisemblance, pour construire une société ou une micro-société, c'est un petit peu à la serpe. Hein. Donc là, avec ces concepts-là, qui étaient donc d'ailleurs aussi le concept de Revenge of the Hordes, mais là c'est sur beaucoup plus de monstres, on a quelque chose. Vous voyez, l'orque, vous allez avoir l'orque archer, l'orque berserker, l'orque brigand, hein, qui est déjà assez évocateur. Moi, l'orque brigand, ça me donne tout de suite des idées de scénario. L'orque champion de Grumsh, l'orque raider, l'orque scout, l'orque sorcier, l'orque tambour de guerre, l'orque chaman des loups, et l'orque witchblade. Donc vous voyez, ça permet tout de suite d'étoffer. On pourrait, rien qu'avec ces ajouts, ça vous permet d'avoir une thématique, si vous voulez, dans un scénario ou dans une campagne, utiliser vraiment la thématique orc. Là, vous avez de quoi fonder une société avec des relations et puis des rôles, autres que le rôle de simple adversaire pour les rencontres, qui sont mieux fournis. Et bien sûr, évidemment, pour chaque créature, on a une petite variation de la base des caractéristiques. Et puis, alors si je prends par exemple l'orque Wolf Shaman, vous voyez, 16 en force, 14 en dex, 16 en consti, 10 en intelligence, 16 en sagesse, 10 en charisme. Et l'orque Witchblade, 14 en force, 14 en dex, 14 en consti, 12 en intelligence, 16 en charisme et 11 en sagesse.
et puis avec bien sûr hein, les habilités de spellcasting pour ces deux types d'orques qui sont des jeteurs de sorts. Donc vous voyez, il y a une espèce de déclinaison, quelque chose qui va amener une richesse. Et finalement, c'est un petit peu, enfin en tout cas moi c'est ce que je demande à un monster manuel, c'est de me permettre venir titiller comme ça mon imagination et me donner des éléments que je vais pouvoir réutiliser dans mes scénarios, dans mes campagnes. Pour le reste, ils ont également, alors ça c'est un des premiers types, hein, c'est-à-dire de prendre une espèce et de la décliner. Vous voyez, par exemple, si je tombe sur la page des Mind Flayers, même type de choses. On va avoir le Mind Flayer assassin, le Mind Flayer sorcier, le Mind Flayer warlock. Sachant qu'il y a aussi, bien sûr, les itérations du Mind Flayer qui sont dans le bouquin de base. Donc déjà, là aussi, on commence à avoir 6-7 ressortissants pour la même espèce. Et du coup, on peut envisager, voilà, une société, en fait. Donc, pour tous les gens qui recherchent un peu de construction, de vraisemblance pour des campagnes, etc., c'est un atout assez précieux. La deuxième chose qu'ils ont fait, donc ça c'est déclinaison de diverses catégories par espèce, ils ont aussi upgradé certains monstres. Qui vont être par exemple des monstres emblématiques, mais qui sont traditionnellement des monstres de bas niveau. Ils vont en fait en avoir proposé des itérations un peu plus costauds. C'est le cas de mémoire de Lankeg. Alors de mémoire, Lankeg, elle est, je crois, avec un challenge rating de 1 ou 2 me semble-t-il. Là, vous voyez, Lankeg Broodgreen, on est sur du challenge rating de 8, avec des petites facultés spéciales. Lay egg, par une action bonus, the Broodwing can lay an egg that contains an Lankeg broodling. Donc elle peut, elle peut déposer et pondre en fait un œuf qui va venir, qui va lui permettre de se faire comme ça, de s'entourer de jeunes Lankeg pour la protéger. Donc voilà, il y a plein d'autres facultés. Hein. Je ne vais pas toutes vous les lire. Ce serait un peu comment dire, pas très intéressant. D'une manière générale, vous avez l'Ancient Beir pour le Beir, vous voyez. Beir, je sais pas s'il est d'ailleurs dans le monster de base. Et ils ont aussi, donc voilà, ça c'est le troisième aspect. Ils ont aussi complété le monster de base en rajoutant dedans des bestioles. Alors je pense qu'il y a eu un petit travail comment on dirait, une somme un peu historique. Hein. Je pense qu'ils sont allés piocher dans les bestiaires des anciennes éditions et ils ont comparé avec celui de la 5e et le Volos Guide. Et puis ils ont fait leur choix de dire tiens, ce monstre-là il n'y est pas, donc on va le rajouter. Le Blight, les Bugbear, vous voyez, la société Bugbear est très détaillée, le Bugbear Bruiser, champion d'Ukreg, Bugbear Footpad, Bugbear Marauder, Priest of Ukreg, bon voilà. Donc, c'est bien épais, hein, comme vous pouvez le voir. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que c'est un bon supplément ou pas? Moi, je pense que c'est un bon supplément. C'est un supplément qui, bien sûr, n'intéressera pas tout le monde. Il est comme la plupart des bestiaires, à moins que vous soyez joueur et collectionneur. Sinon, je pense que ce type de supplément va plutôt s'adresser aux maîtres de jeu. Il y a toujours un petit peu de contexte. Bon, il y en a un peu moins, il faut bien le dire, en termes de mise en contexte, parce que beaucoup des créatures, voilà, hein, comme je vous disais, sont des déclinaisons des créatures existantes. Donc il présuppose que les gens qui vont acheter cet ouvrage ont déjà le monster manuel de base avec tout le laïus où on présente un peu les orques. Donc ils voulaient pas tomber dans la redite. Et encore une fois, c'est assez malin. Du coup, sur 300 pages, on a plus de 400 monstres. Donc vous voyez, c'est pas rien quand même, et ça n'est que le premier volume. Il y a un second volume. Alors, je pense que moi je vais l'acquérir hein, à titre personnel, parce que je suis assez, je vous l'ai déjà dit, moi je suis assez friand de ce genre d'ouvrage. D'ailleurs, il y a beaucoup d'histoires ou de scénarios que j'écris qui vont partir d'un feuilletage de Monster.
parce que je trouve que ça permet quelque chose de plus dynamique, et de plus cohérent surtout, de procéder dans cet ordre-là, de d'abord réfléchir à un type de créature et ensuite de construire l'histoire plutôt que de faire l'inverse. Ça fonctionne aussi, c'est une affaire de méthodologie, qu'il s'agit de raconter une histoire et après de la peupler avec des créatures. Moi je suis plutôt partisan de la première école. On choisit d'abord les créatures qui généralement, ce qui se passe c'est qu'en fait les créatures souvent délimitent les thématiques abordées. Et bien évident que si vous prenez des ghouls, on va tout de suite être sur des thématiques de morts-vivants, etc. Alors que si vous commencez par raconter votre histoire, peut-être aboutirez-vous à des thématiques sur les morts-vivants, peut-être pas. Hein. Donc, comme moi j'ai tendance à considérer que pour toute la partie ambiance atmosphérique du jeu, qui est très importante en termes d'immersion et de fun autour de la table, il faut en fait quelque chose, des thématiques assez fortes. Hein, le média ne permet pas d'effleurer des thématiques. En fait, moi je pense que ça fonctionne si vous prenez quelques thématiques et que vous poussez les curseurs au maximum. Là, vous allez avoir souvent du résultat. Donc, est-ce que c'est un bon supplément? Moi, je dis oui, sans problème. Hein. C'est alors bon, à part peut-être sur l'aspect cosmétique du livre, voilà les pages, c'est pas tout à fait la même texture. Elles sont un peu plus épaisses, un peu plus que le monster de base, hein, voilà, on voit bien quand on feuillette cet ouvrage que c'est pas un ouvrage officiel. Par contre, en termes de coquilles, je n'en ai pas trop vu. Il y en a certainement, hein, mais ça saute pas aux yeux. En termes d'illustration, hein, vous en avez. Je peux continuer à feuilleter un peu, mais vous en avez quasiment à toutes les pages. Attendez, on va essayer de procéder comme ça, peut-être là on va parvenir à faire quelque chose. Oh, non. Non, c'est pire, c'est beaucoup trop près de vous. Voilà, je vais ouvrir des pages plutôt au hasard. Prenez celle-ci. Vous avez le Cocatrix. Des dessins assez légèrement différents, qui ont peut-être tendance à rappeler plus les anciennes éditions, en fait. Ces dessins me font plus penser, vous avez des dragons bien sûr, me font plus penser à la ligne un petit peu en termes des dessins des anciennes éditions. Plus que de la 5e, mais bon voilà, c'est de qualité et encore une fois c'est très fourni sur les créatures. Donc moi je dis oui, pour moi c'est un bon supplément. En plus, ce qui est assez sympa, c'est que c'est créé par un particulier, si j'ose dire, hein, puisque le principe de la DM's Guild, vous le connaissez. Alors après on peut cautionner ou pas dans la mesure où Wizard prend 50% je crois sur les droits. Bon, ce qui paraît un peu bon, après tout c'est le quota d'un éditeur normal, enfin en musique en tout cas c'est le quota d'un éditeur 50%. Quoi qu'il en soit, ça permet d'ouvrir d'ouvrir la richesse du jeu, enfin de permettre à des auteurs indépendants de proposer leurs manuels qui sont compatibles Donjons et Dragons et qui viennent s'ajouter et faire grossir un peu le corpus de règles. Et c'est une façon, je pense, d'impliquer aussi la communauté. Hein. Il faudrait faire une petite étude, une petite analyse là-dessus, mais on peut aussi penser que l'une des clés du succès des 5e éditions, c'est peut-être ça, c'est d'être parvenu déjà par l'énorme playtest qu'ils ont fait pendant, je crois, plus d'1 an et demi, voire 2 ans auprès de la communauté, et derrière de systématiser cette histoire de DM's Guild qui permet donc à tout un chacun de proposer des choses qui après seront jouées ou pas par l'ensemble de la communauté, les livres seront achetés ou pas, c'est du contenu non officiel, mais il est, si vous voulez, validé par la griffe de Wizard, et on se dit, voilà, ils vous disent banco, avec ça vous pouvez y aller, il y a une parfaite compatibilité. Donc moi j'aurais tendance à penser que ça, quelque part, ça reprend un peu une partie du modèle de Paizo avec Pathfinder, à savoir d'essayer d'intéresser et d'inclure la communauté.
Hein. C'était un peu le gros succès de Pathfinder, hein. C'était qu'au départ tout le jeu était librement disponible en ligne, ce qui ne les a pas empêchés par la suite, vu qu'ils avaient une forte adhésion de la communauté, de vendre des ouvrages à la grande époque par camion, puisqu'ils ont été pendant je crois 7 ou 8 ans numéro 1 sur le marché du JDR. Donc c'est quand même pas négligeable. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en ferai certainement une autre à la suite lorsque j'aurai acquis le deuxième volume. Voilà, faut voir un peu le deuxième volume s'il n'y a pas un phénomène d'essoufflement. À mon avis, je ne pense pas. Donc, dans la mesure où on a toujours besoin de bestiaires pour raconter ces histoires et peupler ces scénarios, moi, c'est un supplément que je vous conseille, quoi. Allez-y, franco. De même, j'ai plus le prix en tête. Vous regardez sur DM's Guild, hein, le département de Drive-Thru RPG, là, et vous allez voir, ça m'a pas paru exorbitant comme prix par rapport à ce que ça propose, c'est-à-dire quand même 400 nouveaux monstres pour peupler vos aventures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme je vous le disais, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.